Salut à tous, bonne fête du travail. Alors, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns d'entre vous qui ont bossé ou qui bossent ou je sais pas quoi aujourd'hui. Je pense notamment à tous ceux enfin tous les professionnels de santé, etc. Enfin surtout le personnel, on va dire, des hôpitaux, des maisons de retraite, tous ceux qui travaillent aussi, on va dire dans la police, gendarmerie, l'armée, toutes ces personnes-là. Je pense qu'aujourd'hui c'est pas vraiment la fête du travail, mais bon, un petit peu de soutien pour vous, parce qu'il y en a beaucoup qui vont se reposer, se relaxer pendant que vous bossez. Le seul avantage que vous avez, c'est que vous avez moins de monde sur la route, et qu'en règle générale, vous avez aussi une petite tranquillité à votre boulot, je sais de quoi je parle. Bref, tout ça pour dire que le podcast du jour va parler pas mal des individus, de la nutrition et puis aussi de ce que je vais proposer, enfin ce que j'ai déjà préparé mais qui sera en ligne ce week-end. En fait, c'est une vidéo 100% sur les points faibles, une sorte de méta-analyse des méthodes pour rattraper les points faibles, avec aussi pas mal de choses qui vont un peu à l'inverse finalement de ce qu'on dit, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent rattraper des points faibles mais qui ont un peu de mal à mettre la priorité dessus. Donc bon, je mets le lien en description pour pouvoir rejoindre l'espace VIP pour pouvoir voir cette vidéo-là. Et puis on démarre tout de suite. Alors, déjà je vais commencer par la lecture d'un texte sur la malbouffe. Alors c'est un texte, alors pour citer tout de suite la source, c'est par Paul J. Kenny, directeur du département de neurosciences à l'école de médecine Icahn du Mont Sinaï à New York. Donc en fait, alors le petit chapitre que j'ai noté, c'est une tolérance à la malbouffe. De là vient le problème. Nous sommes naturellement dotés d'un système cognitif et hormonal capable de nous aider à maintenir notre poids de forme, en nous signalant quand manger et quand nous arrêter. Mais la malbouffe parvient souvent à éteindre ces signaux hormonaux et cérébraux, ce qui nous fait prendre du poids. Bien sûr, l'organisme alerté réagit en sécrétant dans le sang de plus en plus d'hormones coupe-faim, mais à force de côtoyer ces dernières, le corps et le cerveau apprennent aussi à les tolérer, de sorte que l'impact et l'efficacité de ces hormones diminuent au fil du temps. Encore plus frappant, des études en imagerie cérébrale ont montré que le circuit de la récompense des individus en surpoids est moins sensible et réagit moins fortement à la nourriture, malbouffe comprise, que celui des personnes ayant un poids de forme. Et ce dysfonctionnement entraîne une baisse de morale. Voilà, donc fin de la citation de l'article. Ce qu'on peut voir en fait finalement, c'est que la malbouffe, elle est tellement puissante, elle est tellement addictive, elle est tellement, on va dire, violente pour l'organisme, que notre cerveau, notre corps, il arrive même pas à fabriquer ce qu'il faut pour nous dire stop, arrête de manger. Donc pour imager ça, on va regarder un truc tout simple. On va prendre un cas de figure que tout le monde connaît. Alors, prends un repas que tu as fait dernièrement, soit en famille, soit avec tes amis, soit un repas de fête ou autre. Un bon repas, tu sais, je sais pas, tartiflette, raclette, McDo, sushi, n'importe quoi. Un truc qui te plaît vraiment, un truc qui est plaisir pour toi. À la fin de ce repas, en règle générale, t'as plus faim. Mais si jamais il y a tante Janine qui arrive avec un bon gâteau au chocolat ou ton dessert préféré, tu vas en avoir envie. Par contre, si tante Janine elle arrive avec une tomate, tu vas dire non, c'est bon, j'ai plus faim. Et je pense que là, dans le petit texte que j'ai lu, ça résume un petit peu ce truc-là, c'est-à-dire que notre cerveau, il a du mal finalement à nous dire, à prendre les devants sur le fait qu'on n'a plus faim, quand on lui apporte quelque chose qui est diaboliquement addictif, qui nous fait diaboliquement envie, quoi. Et on a rarement envie d'une tomate à la fin d'un repas, ou même d'une pomme, hein. Je vais prendre une pomme, comme ça ressemble plus à un dessert. On va rarement prendre une pomme après un gros repas bien crade, bien sucré, bien gras, etc. Par contre, le gâteau, il passera tout seul, quoi, par gourmandise. Donc voilà, c'était par rapport à ça. Et puis, comprendre que finalement, la malbouffe, on n'a pas, comment dire, il faut prendre les devants. Faut pas attendre que le corps de lui-même, il nous donne l'ordre, il nous ordonne d'arrêter de manger dans le paquet de chips ou d'arrêter de taper dans le paquet de gâteaux. Alors là, je parle pour les personnes qui sont encore en mode, qui n'ont pas commencé à faire la diète, hein. Il faut pas chercher à essayer de contrôler, à attendre que le corps contrôle pour nous, ça se fera pas comme ça. Ça sera à nous de faire l'effort volontairement. Déjà de prendre conscience que tant qu'on mangera cette merdouille, on n'aura pas les bonnes hormones
les bons neurotransmetteurs, etc., qui vont être sécrétés. Donc du coup, ça sert un petit peu à rien d'être un petit peu dans l'attente, c'est-à-dire d'une bonne réaction de notre organisme. Ensuite, bon là je fais un parallèle, ça a un peu rien à voir, mais ça reste toujours sur la nutrition. Je voudrais faire une autre image, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Est-ce qu'avec tel programme, je vais avoir les abdos? Est-ce qu'avec tel programme, je vais m'affiner un petit peu plus, etc. Faut comprendre une chose, c'est qu'à partir du moment où on se demande si on va perdre du gras avec tel ou tel programme, c'est que déjà on a du gras à perdre. Et que les personnes qui se posent cette question-là sont régulièrement des personnes qui n'ont pas de difficulté à prendre du gras, qui ont plutôt des difficultés à le perdre. Les personnes qui arrivent difficilement à prendre du gras se posent même pas la question. C'est-à-dire que moi j'avais noté en général celui qui est gras sans forcer va devoir coupler un bon régime avec le sport. L'autre qui aurait du mal à engraisser va négliger sa nutrition sous prétexte qu'il brûle tout. En fait, ouais, il y a des personnes comme ça qui pendant des années vont pas faire de diète parce que elles ont finalement un métabolisme qui tourne bien, elles ont un tour de taille correct, donc elles s'entraînent, elles mangent crade, et puis on va pas dire que tout se passe bien, mais esthétiquement, elles sont pas dérangées par leur surpoids. Par contre, il y en a d'autres qui vont être là à se batailler un petit peu, voire même à manger sainement, et même pas avoir les résultats de celui qui mange crade. Donc en fait, il faut voir les choses, moi ce que j'ai noté encore une fois, il faut voir les choses autrement. On va prendre l'image de la bagnole. Il y a des personnes qui sont des gros V8, et qui même au ralenti consomment pas mal d'énergie, et d'autres qui sont des petits moteurs diesel avec faible consommation d'énergie. Donc on pourrait voir ça comme ça. Le gars qui a un métabolisme qui brûle rien, c'est le petit moteur diesel 3 cylindres là, enfin 3 cylindres diesel, je sais pas si ça existe, on va dire un 3 cylindres essence qui consomme que dalle, qui fait du 2-3 litres au 100. Et voilà, il consomme rien, il peut faire beaucoup de kilomètres avec peu, et son métabolisme est lent, mais bon, en même temps, voilà quoi. Le problème, c'est qu'il stocke beaucoup. Puis après, il y a l'autre à côté qui a le gros pick-up américain V8 qui consomme 25 litres au 100, et même au ralenti, il consomme beaucoup plus que l'autre individu. Donc déjà, on part pas du même, on n'a pas la même cylindrée de base quoi. Qui est le plus adapté pour survivre? Certainement celui qui a le moteur le plus économique. Mais par contre, dans ce monde moderne dans lequel on vit, on n'a pas besoin de se poser trop de questions de survie, étant donné qu'on a un garde-manger en permanence qui est, on va dire, presque plein tout le temps. On a un frigo, placard, même s'il n'est pas plein tout le temps, si on veut manger un truc, c'est assez facile de manger. Donc du coup, la survie aujourd'hui au niveau calorique, c'est pas une priorité pour nous. Je parle en France. Il y a d'autres pays où oui, mais nous en France non. Mais par contre, le corps, lui, il reste finalement adapté plus ou moins à sa lignée, à la génétique, à l'évolution, etc. Donc du coup, il y a celles qui sont les plus adaptées pour la survie aujourd'hui, c'est celles qui sont les plus pénalisées par on va dire l'industrie agroalimentaire, la malbouffe, l'excès de sucre, etc., l'excès de sel et tout ça. Pourquoi? Parce que étant donné que ce sont des bonnes génétiques à stocker de l'énergie sous forme de graisse pour pouvoir survivre, pour pouvoir parcourir des grandes distances sans manger, etc. Aujourd'hui, c'est des personnes qui empilent les réserves et qui se retrouvent en surpoids. Alors, moi, je suis au-delà de tout le côté maladie métabolique, etc. Là, je parle vraiment au niveau, on va dire, du corps humain, de l'adaptation, etc. Purement, quoi. Je vais pas parler des exceptions et tout ça. Donc, voilà, c'est pour comprendre que une personne qui a déjà cette capacité à survivre longtemps, ce sera une personne qui va stocker facilement. Et si on lui ajoute le premier petit paragraphe que j'ai lu sur la malbouffe, on va se retrouver avec une personne qui va stocker énormément. C'est-à-dire que c'est une personne qui va pas réussir à se rendre compte que la malbouffe est en train de la tuer à petit feu. Les signaux hormonaux envoyés par le corps pour stopper ça sont trop faibles par rapport aux signaux cérébraux, etc. envoyés par la malbouffe. Donc du coup, il y a une compétition perdue d'avance par l'organisme. Le corps ne sait pas finalement, il n'a pas les bonnes armes pour pallier la malbouffe. Si en plus de ça on stocke facilement, on va se retrouver en surpoids et même en mauvaise santé. Donc après, on peut essayer de chercher, de feinter, de trouver une diète qui nous autorise de manger un burger par jour pour essayer de nous satisfaire, etc.
Je pense pas que ce soit une bonne solution. Je m'explique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent beaucoup trop de... il s'agit de compter les calories. Enfin bon, ok, compter les calories, c'est bien, on perd, on prend du poids. Si on compte les calories, ok, je suis d'accord. Par contre, ce qui va se passer, c'est que si on décide de manger des mauvais aliments, c'est-à-dire on veut faire un régime, enfin on veut perdre du tour de taille, donc on va se dire je vais manger, tiens, moins de 300 calories par rapport à ce que mon corps a besoin juste pour se maintenir, donc ok, on va enclencher une petite perte de poids. Mais pour que ce soit pas trop dur, je vais manger un petit peu des gâteaux, des sandwichs, des choses comme ça. Le problème qu'il y a, c'est que cette nourriture de malbouffe, elle est très dense. C'est-à-dire que, étant très dense, dans une petite portion, on va avoir une forte densité calorique. Donc, une personne qui se met au régime, déjà, elle réduit ses portions. Si en plus de ça, elle prend des aliments denses, elle va se retrouver à manger quoi? Un burger et un paquet de gâteaux par jour? Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Alors, moi, je peux pas vous dire autrement. Dans les chiffres, oui, je serais d'accord avec les gens qui vous diront oui, mais c'est en dessous des calories. Peut-être. Mais si la personne avait choisi de manger sainement, elle aurait une densité par aliment qui serait plus faible, une densité calorique. Donc, du coup, potentiellement, elle aurait un plus gros volume dans l'assiette. Donc, moi, personnellement, quand je suis au régime, ce que j'ai envie, c'est pas d'avoir des trucs qui me font plaisir. Ce que j'ai envie, c'est de pas avoir faim. Et pour pas avoir faim, il faut avoir du volume dans l'assiette. Et pour avoir du volume dans l'assiette en étant quand même en hypocalorie, eh ben, il faut avoir des aliments qui sont le plus sain possible, c'est-à-dire des fibres, des protéines, maigres ou grasses selon si on fait un régime avec très peu de glucides ou pas, etc., selon la philosophie de chacun. Donc moi, vous connaissez la mienne, je vais pas la détailler ici, elle est suffisamment détaillée sur mon site. Donc voilà, et je tenais à parler un petit peu de ça, et autre chose que j'ai lu, alors ça c'est sur lanutrition.fr, il y a beaucoup de personnes aussi qui font et moi le premier d'ailleurs, quand je fais des desserts par exemple le week-end, ben là récemment j'ai fêté mon anniversaire, donc il y a eu un dessert, un gâteau au chocolat. Alors ce gâteau au chocolat, je vous garantis, c'est pas un gâteau qui est crade, crade, ça reste un dessert plaisir, hein. Mais par exemple c'est de la farine de châtaigne, c'est de la farine de coco, c'est des œufs et c'est du beurre bio, c'est aussi du sucre. Et là, j'avais le choix entre du sucre normal ou du sucre de coco. Et beaucoup m'ont dit, et puis j'avais entendu dire aussi, même lu à certains endroits, que le sucre de coco avait un index glycémique bas. Et ben finalement, c'est faux. Enfin faux. En tout cas, c'est certainement quelque chose qui a été mesuré dans le pays de la production et où se revend le sucre de coco, de fleurs de coco. Et donc du coup, ils avaient estimé un index glycémique à 30 ou 35, un truc comme ça. Alors qu'aujourd'hui, après quelques analyses, la nutrition.fr aurait dit que ce serait plutôt aux alentours de 50-54. Donc ce qui n'est pas un haut index glycémie, mais c'est plutôt modéré. Et finalement, un index glycémique modéré ne veut pas dire bon pour la santé absolument. Ça reste quand même du sucre. Le seul avantage du sucre de coco, on va dire que ça apporte un peu de polyphénol et un petit peu plus de vitamines qu'un sucre qui est complètement vide, quoi. On va dire qui est vide, qui est dépourvu de nutriments, pas de nutriments, de micronutriments, pardon. Donc du coup, le sucre de coco, arrêtez de penser que c'est un index glycémique bas et que vous pouvez en consommer, pas de problème, c'est pas le cas. Par contre, quand vous faites un petit dessert comme ça, de fête, de triche le week-end, autant prendre celui qui vous apporte tout de même un petit peu de polyphénol et de vitamines avec un index glycémique un peu plus léger, on va dire, que celui du sucre de table. Enfin, un peu plus, beaucoup plus, mais il faut pas croire que c'est un IG bas. Pourquoi? Parce que, en fait, le problème qu'il y a, c'est que, et moi le premier, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand on découvre quelque chose qui a l'air bien, on a tendance un petit peu à faire un petit peu l'autruche et se dire, on n'a pas envie de voir les méfaits, on n'a pas envie de trop de vérifier parce que on a une solution qui est quand même pas mal. Là, on a trouvé un sucre qui apparemment est bon, donc on n'a pas trop envie de s'intéresser, à fouiller, à chercher l'information. Mais ça, c'est une erreur. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de chercheurs d'ailleurs, parce que normalement le chercheur, quand il découvre un truc comme ça, il fait en sorte d'essayer de trouver la contradiction de son truc, quand il n'est pas acheté par des sociétés ou autres. Mais bon, bref, un chercheur, on va dire indépendant, il va toujours chercher la contradiction de sa découverte pour essayer de voir les avantages, inconvénients. Enfin, c'est pas vraiment, on parle pas en termes d'avantages, inconvénients en recherche, mais bon, vous aurez compris là où je veux en venir. Mais je pense que c'est bon de rechercher un petit peu tous ces trucs-là, et même dans l'autre sens, quand vous avez des personnes qui diabolisent telle ou telle chose, ne diabolisez pas trop vite et cherchez un petit peu
prenez du recul par rapport à la situation. Alors je parle par exemple de la viande, chacun a son point de vue là-dessus. Prenez beaucoup plus de recul que juste l'œil du microscope des véganes ou de ceux qui vous disent que la viande donne le cancer, etc. Sortez un petit peu de ce regard microscopique pour regarder un petit peu plus globalement les choses. Pour vous faire votre propre point de vue. Je dis pas de manger de la viande, je dis pas de pas en manger, je dis juste de vous faire votre propre point de vue en fonction de voilà des données plus larges que vous pourrez trouver. Donc voilà, je pense que j'aurais assez blablaté pour ce podcast. Je vous laisse ici en vous disant que la vidéo sur les points faibles sortira très vite là cette semaine. Donc je vous invite à aller voir le lien en description comme d'habitude et puis me donner un avis si vous écoutez sur iTunes. Ça me fait super plaisir comme d'habitude d'avoir des retours par rapport aux auditeurs. Je vous dis à très bientôt. Salut.